avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur le trottoir glissant, et la petite fille avançait péniblement, ses pieds nus protégés seulement par des chaussettes trouées. Son ventre criait famine, mais c'était surtout la solitude qui pesait le plus lourd sur ses frêles épaules. Les passants détournaient le regard, pressés ou indifférents, et la fillette apprenait chaque jour un peu plus que le monde n'avait pas de place pour elle. Devant un restaurant luxueux, elle s'arrêta. Les lumières chaudes, les rires et les odeurs de plats raffinés lui firent tourner la tête. Son estomac se contracta, mais c'était la dignité qui la poussait à ne pas mendier directement. Elle resta là, tremblante, contemplant ce monde qui lui semblait à jamais inaccessible. Puis, un geste presque instinctif la fit avancer. Elle se tint devant l'entrée, la tête légèrement baissée, et murmura. « Puis-je laver les plats pour un repas ?» Sa voix était à peine audible, mais pleine de courage. Elle n'avait rien à offrir, pas d'argent, pas de promesses, juste la volonté de travailler pour un peu de chaleur et de nourriture. À l'intérieur, l'homme riche, assis à sa table, leva les yeux de son verre de vin. Il la regarda comme on observe une apparition. Ses vêtements impeccables et son apparence soignée contrastaient violemment avec l'image de cet enfant, frêle et sale. Pourtant, quelque chose dans ses yeux, dans sa posture humble, fit battre son cœur d'une manière inattendue. Pendant un instant, le silence pesa entre eux. Les domestiques attendaient, incertains de la réaction de leur maître. Puis il sourit doucement, un sourire qui ne venait pas de la politesse ou de l'habitude, mais d'une émotion sincère. « Très bien, dit-il, sa voix calme mais chaleureuse. Si tu veux, tu peux m'aider à préparer le dîner. Et après, tu mangeras avec moi. » Le visage de la petite fille s'illumina. Un sourire timide, presque incrédule, se dessina sur ses lèvres gercées. Pour elle, ce n'était pas seulement un repas, mais une ouverture vers un monde qu'elle croyait fermé à jamais. Et pour l'homme riche, c'était le début d'une rencontre qui allait bouleverser ses certitudes, son cœur, et peut-être sa vie entière. La pluie continua de tomber dehors, mais à l'intérieur, une chaleur inattendue commençait à se répandre. Entre la pauvreté et l'opulence, entre l'innocence et le pouvoir, quelque chose d'inattendu venait de naître. Une rencontre simple, mais prête à changer le cours de leur vie à jamais. La petite fille, qui s'appelait Emily Carter, suivit timidement l'homme riche dans la cuisine immense et étincelante. Chaque surface brillait comme un miroir, chaque ustensile semblait conçu pour un chef étoilé. Ses yeux s'écarquillèrent devant tant de luxe, et un mélange de peur et d'émerveillement l'envahit. « Je m'appelle Jonathan Whitman », dit l'homme riche en la regardant avec un sourire bienveillant. « Et toi, tu es Emily ?» Emily hocha la tête, serrant ses mains pour calmer le tremblement de son corps épuisé. « Oui, monsieur. » Jonathan lui tendit un tablier propre, qui paraissait immense sur sa petite taille. « Mets-le. Tu vas m'aider à préparer le dîner. Ne t'inquiète pas, je te guiderai. » Alors qu'Emily enfilait le tablier, elle sentit pour la première fois depuis longtemps un léger frisson d'excitation. Travailler pour un repas n'était pas humiliant ici, c'était un acte de dignité. La cuisine se transforma en un lieu d'apprentissage. Jonathan lui montra comment laver les légumes, préparer les sauces et disposer les assiettes avec soin. Emily suivait chaque instruction avec une concentration étonnante. Ses gestes étaient maladroits, mais pleins d'enthousiasme. Pendant ce temps, Jonathan l'observait attentivement. Chaque sourire qu'elle esquissait, chaque regard émerveillé vers les aliments soigneusement préparés, faisait naître en lui une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il n'avait jamais imaginé que la présence d'une simple petite fille puisse apporter autant de chaleur à sa maison parfaitement ordonnée. 1 heure plus tard, le dîner fut prêt. Emily s'assit timidement à la table, ses mains jointes sur ses genoux. Jonathan lui servit une assiette généreuse de pâtes, avec une sauce riche et parfumée. « Bon appétit, Emily, dit-il. » Elle croqua dans sa nourriture, et pour la première fois depuis des semaines, son estomac se sentit rassasié. Ses yeux brillèrent de larmes retenues. La faim physique avait disparu, mais une faim bien plus profonde, celle de sécurité, de chaleur humaine, commençait à être apaisée. Jonathan l'observait, pensif.
il savait déjà que cette rencontre n'était pas un hasard. Émilie n'était pas juste une petite fille affamée, elle allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Et quelque part dans le silence après le repas, une promesse muette s'installa, leur vie venait de commencer à s'entrelacer, pour le meilleur et pour le pire. Le lendemain matin, Émilie se réveilla sur un lit moelleux, drapé dans des couvertures propres et chaudes. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas froid, et l'odeur du petit déjeuner flottait déjà dans l'air. Jonathan entra dans la chambre, portant un plateau avec des fruits frais, du pain grillé et du jus d'orange. Son regard était plus doux que la veille. « Tu as bien dormi, Émilie ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête timidement, toujours surprise par ce traitement qu'elle n'avait jamais connu. « Oui, merci, monsieur Whitman. » Après le petit déjeuner, Jonathan lui fit visiter sa maison. C'était un manoir immense, avec des pièces qu'Émilie n'aurait jamais imaginé voir. Chaque salle semblait raconter l'histoire d'une vie riche, mais froide et solitaire. Les portraits de famille accrochés au mur reflétaient la beauté et le succès, mais aussi l'absence de chaleur humaine. Émilie observa silencieusement les tableaux. Elle n'avait jamais vu tant de richesse, mais en elle naissait un sentiment étrange. Malgré tout cet or et ces objets précieux, la maison semblait vide. « Tu vois, Émilie, » dit Jonathan, en s'arrêtant devant un portrait de lui jeune homme, « tout ce que tu vois ici, ce sont des choses que l'argent peut acheter. Mais l'amitié, la confiance et la loyauté, ce sont des trésors bien plus rares. » Émilie le regarda, intriguée. « Alors, je peux rester ici parce que vous me faites confiance ?» Jonathan sourit, touché par sa franchise. « Oui. Tu es différente des autres enfants que j'ai vus dans la rue. Il y a quelque chose en toi, une force, malgré tout ce que tu as traversé. » Alors qu'ils discutaient, la sonnette retentit. Émilie recula légèrement, inquiète. Elle n'avait jamais été confrontée à d'autres adultes dans ce genre de maison. Jonathan alla ouvrir. Devant lui se tenait une femme élégante, avec un sourire poli mais mesuré. « Jonathan, tu n'as pas oublié notre réunion ?» demanda-t-elle. Émilie se cacha légèrement derrière Jonathan, observant cette scène avec fascination et peur mêlée. La vie de Jonathan n'était pas seulement faite de luxe et de gentillesse, elle était aussi pleine de responsabilités, de contraintes et de règles qu'elle ne comprenait pas encore. Ce jour-là, Émilie comprit que derrière les murs dorés de cette maison, se cachait un monde compliqué. Mais elle savait aussi qu'elle voulait y appartenir, d'une manière ou d'une autre. Et Jonathan, lui, commençait à se rendre compte qu'il n'avait jamais eu quelqu'un comme Émilie pour illuminer sa vie solitaire. Une première étincelle d'un lien profond venait de se former. Et personne, ni l'argent ni le pouvoir, ne pourrait l'éteindre facilement. Les jours suivants, Émilie s'habitua peu à peu à la maison de Jonathan Whitman. Elle aidait à ranger, à arroser les plantes, parfois même à préparer le dîner. Elle ne demandait jamais rien, ni argent, ni cadeau, seulement le droit de rester, et de se rendre utile. Mais les employés de la maison, eux, ne partageaient pas tous la bonté de leur maître. Certains murmuraient dans les couloirs. « Cette gamine des rues va nous causer des ennuis », disait l'une des domestiques. « Monsieur Whitman devient sentimental. Ce n'est pas bon pour les affaires. » Émilie entendait parfois leurs mots tranchants, mais elle gardait le silence. Elle s'était promis de ne pas décevoir celui qui lui avait offert un toit. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle, elle entra par erreur dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue. C'était un bureau fermé d'habitude. Sur le mur, une photo attira son attention, un petit garçon d'environ son âge, souriant, aux côtés d'une femme brune. Tous deux semblaient heureux. Émilie s'approcha, fascinée. Sur le cadre, une inscription. À Jonathan, pour toujours, Clara et Noah. Son cœur se serra. Elle comprit que ce petit garçon avait sans doute été le fils de Jonathan, mais où était-il maintenant? Jonathan entra soudain, surpris de la voir là. Son visage se figea, et pour la première fois, Émilie vit dans ses yeux une douleur profonde, presque insupportable. « Émilie, que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix basse, tremblante. Elle baissa la tête. « Je suis désolée, monsieur. La porte était ouverte, je voulais juste aider à ranger. » Jonathan respira lentement, posant une main sur le bureau. Le silence s'installa, lourd. Puis,
d'une voix brisée, il murmura. C'était mon fils. Noah. Il est mort il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Émilie sentit son cœur se serrer davantage. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait jamais connu la perte d'un être cher, mais elle savait ce que c'était que d'avoir faim d'amour. Jonathan ferma les yeux un instant. Depuis ce jour, je n'ai plus ouvert cette pièce. Mais, depuis que tu es là, Émilie, j'ai senti quelque chose changer. Comme si, un peu de lumière revenait dans cette maison. Les mots la touchèrent profondément. Elle s'approcha, timidement, et dit d'une voix douce. Je ne remplacerai jamais votre fils, monsieur, mais je peux être là. Je peux vous aider à ne plus être seul. Jonathan la regarda longuement, ému. Puis, pour la première fois depuis des années, un sourire sincère franchit ses lèvres. Ce soir-là, la maison Whitman retrouva un souffle qu'elle avait perdu depuis longtemps. Mais dans l'ombre des couloirs, certains yeux observaient, et tous n'étaient pas prêts à accepter la présence d'Émilie. Le soleil se levait lentement sur la propriété Whitman, baignant la grande demeure d'une lumière dorée. Émilie préparait le petit déjeuner avec soin, elle voulait que tout soit parfait pour remercier Jonathan de sa bonté. Elle chantonnait doucement, un vieux refrain appris dans la rue. Mais derrière elle, quelqu'un l'observait. Martha, la gouvernante de la maison depuis plus de 15 ans, la fixait avec une froideur silencieuse. « Tu t'habitues vite, dis donc, dit-elle d'un ton sec. Émilie se retourna, surprise. « Je voulais juste aider monsieur Whitman. »« Aider ? Ou profiter ?» répliqua Martha, les bras croisés. Émilie resta muette. Elle ne comprenait pas pourquoi cette femme la détestait autant. Quelques minutes plus tard, Jonathan entra dans la cuisine, souriant. « Ça sent bon ici. Émilie, tu te débrouilles comme une vraie petite chef. » Martha baissa les yeux, contrariée, tandis qu'Émilie rougissait de fierté. Mais à mesure que les jours passaient, Martha devint de plus en plus hostile. Elle observait chaque geste de la fillette, chaque mot échangé avec Jonathan, chaque sourire. Et bientôt, elle décida d'agir. Une nuit, alors qu'Émilie dormait dans sa petite chambre, Martha entra discrètement. Elle fouilla dans le sac que la petite gardait près de son lit, un vieux sac en tissu déchiré contenant quelques effets, une photo d'elle bébé, un ruban bleu, et une vieille boîte en métal. À l'intérieur, Martha trouva une médaille usée avec des initiales gravées. NW. Son cœur se figea. Les mêmes initiales que celles du fils disparu de Jonathan, Noah Whitman. Le lendemain matin, elle alla immédiatement voir Jonathan, la médaille à la main. « Monsieur Whitman, je crois que cette enfant n'est pas celle que vous croyez. Regardez ça. Elle avait cette médaille avec les initiales de votre fils. Vous ne trouvez pas ça étrange ?» Jonathan prit la médaille, surpris. Son regard changea, son esprit se troubla. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il à Émilie plus tard, d'une voix grave. Émilie sentit la panique l'envahir. Elle ne comprenait pas pourquoi il semblait fâché. « C'était, dans mes affaires. Je l'ai trouvée dans une boîte quand j'étais petite, je ne sais pas d'où elle vient. » Mais Jonathan, troublé par la douleur de son passé, douta. Pour la première fois, il ne savait plus si Émilie disait la vérité. La petite fille sentit la distance s'installer entre eux, une distance plus froide que toutes les nuits qu'elle avait passées dans la rue. Ce soir-là, alors qu'elle pleurait en silence dans son lit, elle se promit une chose. Elle allait prouver qu'elle n'était pas une menteuse, et qu'elle méritait sa place dans cette maison. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette médaille allait révéler un secret bien plus grand, un secret lié au passé de Jonathan, et à ses propres origines. Le lendemain, la maison Whitman semblait plus silencieuse que jamais. Émilie se sentait étrangère, presque invisible. Jonathan, d'ordinaire si chaleureux, évitait son regard. Il était troublé, pris entre la raison et le doute. Martha, elle, observait de loin, satisfaite d'avoir semé la méfiance. Émilie passa la matinée dans le jardin, assise près de la fontaine. Elle serrait la médaille dans sa main, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cet objet, qu'elle gardait depuis toujours, provoquait autant de colère. Jonathan la rejoignit un peu plus tard. Il resta un moment debout, avant de s'asseoir à côté d'elle. Émilie,
dit-il doucement, où as-tu trouvé cette médaille, exactement? Elle hésita, puis répondit. Je l'avais déjà quand j'étais très petite. Je crois que c'est tout ce qui me restait de ma mère. Avant qu'elle me laisse dans la rue. Le regard de Jonathan se radoucit. Ta mère t'a laissé? Émilie hocha la tête. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens juste d'une voiture, d'un accident peut-être. Et ensuite, plus rien. Ces mots frappèrent Jonathan comme un coup. Un accident. Une enfant abandonnée. Une médaille portant les initiales de Noah Whitman. Tout semblait coïncider, et pourtant, comment cela pouvait-il être possible? Il demanda à Martha de retrouver les anciens dossiers de l'accident où son fils avait perdu la vie. Ce soir-là, il resta longtemps enfermé dans son bureau, relisant les rapports, les journaux, les lettres. Puis un détail lui glaça le sang. Le corps de son fils n'avait jamais été formellement identifié. Jonathan se leva d'un bond. Et si Émilie n'était pas étrangère à cette tragédie? Le lendemain, il conduisit Émilie à l'hôpital pour faire un test ADN. Elle ne comprenait pas tout, mais elle accepta, confiante. C'est pourquoi, Monsieur Whitman, demanda-t-elle timidement. Pour connaître la vérité, Émilie. Les résultats devaient prendre quelques jours. En attendant, la tension dans la maison était palpable. Martha continuait de la surveiller, froide et distante, tandis que Jonathan oscillait entre affection et suspicion. Une nuit, alors qu'Émilie ne parvenait pas à dormir, elle descendit dans le salon. Elle s'approcha du piano et posa timidement ses doigts sur les touches. Sans y penser, elle joua une mélodie douce et triste, la même que Jonathan jouait autrefois à son fils avant qu'il ne s'endorme. En entendant ces notes familières depuis sa chambre, Jonathan sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette mélodie, seul Noah la connaissait. Le doute devint alors un cri du cœur. Et si Émilie était en réalité la fille de son fils disparu? 3 jours passèrent. 3 jours d'attente silencieuse, où chaque minute semblait peser une éternité. Émilie continuait à aider dans la maison, sans comprendre pourquoi l'atmosphère était devenue si lourde. Jonathan, lui, ne dormait plus. Il revoyait sans cesse les images de l'accident, les cris, le feu, la perte et maintenant ce visage d'enfant, ce regard si familier. Ce matin-là, le téléphone sonna. Jonathan décrocha, la voix tremblante. Monsieur Whitman? Les résultats du test ADN sont prêts. Son cœur se serra. Il demanda qu'on les lui envoie immédiatement par courrier électronique. Lorsqu'il ouvrit le document, ses yeux s'embuèrent presque instantanément. Les mots qui lui changèrent tout. Résultat positif, compatibilité génétique confirmée à 99,8%. Jonathan resta figé. Il posa lentement la feuille sur la table, incapable de respirer. Émilie n'était pas sa fille. Mais elle portait en elle le sang de Noah Whitman. Elle était sa petite-fille. Un flot d'émotions contradictoires le submergea, la joie, la peur, la culpabilité, et une tendresse qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il monta aussitôt dans la chambre d'Émilie. Elle était assise sur le lit, en train de recoudre un vieux doudou qu'il lui avait offert. Lorsqu'elle le vit, elle se leva d'un bond. Monsieur Whitman? Qu'est-ce qui se passe? Il s'agenouilla devant elle, la voix brisée. Émilie, écoute-moi bien. Tu n'es pas une étrangère. Tu es la fille de Noah. Elle cligna des yeux, déconcertée. Noah. Mon fils, murmura-t-il. Tu es ma petite fille. Le silence tomba comme une couverture invisible. Émilie sentit ses jambes fléchir. Mais, ce n'est pas possible, je ne savais même pas. Jonathan la prit dans ses bras. Ta mère a survécu à l'accident. Elle n'a jamais pu me retrouver. Peut-être qu'elle a eu peur, ou qu'elle a voulu te protéger, mais maintenant, je sais. Tu fais partie de moi. Émilie éclata en sanglots. Tous les murs qu'elle avait bâtis pour survivre dans la rue s'effondrèrent d'un coup. Elle n'était plus seule, plus perdue. Elle avait une famille. Mais derrière la porte entr'ouverte, Martha observait la scène, livide. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait, l'enfant des rues devenait l'héritière légitime de toute la fortune Whitman. Et Martha,
qui avait consacré 20 ans de sa vie à servir cette maison, sentit une haine froide s'emparer d'elle. Le destin d'Emily venait de basculer, mais son combat, lui, ne faisait que commencer. Depuis la révélation, la maison Whitman n'était plus la même. Jonathan avait retrouvé une lueur dans le regard. Chaque jour, il passait du temps avec Emily, il lui montrait des photos, lui racontait des histoires sur Noah, son fils adoré. Il riait de nouveau. Emily, elle, se sentait enfin à sa place. Elle appelait timidement Jonathan, grand-père, un mot qu'il chérissait plus que tout. Mais dans l'ombre, Martha bouillonnait. Elle ne pouvait pas accepter qu'une enfant sans abri, arrivée par hasard, devienne du jour au lendemain l'héritière de toute la fortune Whitman. Alors, elle décida de frapper là où ça ferait le plus mal. Un soir, pendant que Jonathan travaillait dans son bureau, Martha rejoignit Emily dans la cuisine. Son ton était doux, trop doux. « Tu sais, Emily, je suis heureuse pour toi, vraiment. » La fillette, surprise, esquissa un petit sourire. « Merci, Madame Martha. Mais tu dois faire attention, ma chérie, » continua la gouvernante. « Ce monde n'est pas fait pour les enfants comme toi. Les gens vont te juger. Ils diront que tu as menti, que tu as manipulé Monsieur Whitman. » Emily fronça les sourcils. « Mais, je n'ai rien fait de mal. »« Je sais, » répondit Martha avec un sourire calculé, « mais crois-moi, la vérité ne suffit pas toujours. » Le lendemain, Martha mit en œuvre son plan. Elle entra discrètement dans le bureau de Jonathan et plaça dans le tiroir un petit carnet abîmé, un carnet qu'elle avait trouvé parmi les affaires d'Emily. À l'intérieur, il y avait des dessins d'enfants, des mots griffonnés, et des noms de rues, de magasins. Martha savait que Jonathan, en tombant dessus, pourrait croire qu'Emily s'était approchée de lui par intérêt. Le soir même, elle fit semblant de « découvrir » le carnet. « Monsieur Whitman, regardez ce que j'ai trouvé. Je ne voulais pas vous déranger, mais, je crois que cet enfant a tout planifié depuis longtemps. » Jonathan prit le carnet, le feuilleta. Une ombre passa dans son regard. Les doutes qu'il croyait dissipés refirent surface. Emily entra quelques minutes plus tard, souriante, un dessin à la main. Mais lorsqu'elle vit l'expression froide de son grand-père, son cœur se serra. « Emily, » dit-il d'une voix grave, « tu peux m'expliquer pourquoi tu avais écrit mon adresse ici, avant même que je te rencontre ?» Elle sentit ses jambes trembler. « Je ne savais pas que c'était votre maison. Je l'avais vue sur une photo, dans une vieille boîte. » Martha croisa les bras, triomphante. « Vous voyez, monsieur, elle ne dit jamais toute la vérité. » Jonathan, perdu entre la confusion et la peur d'être à nouveau trompé, préféra s'éloigner. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il simplement avant de quitter la pièce. Emily, seule, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle ne savait pas comment prouver son innocence. Et dans l'ombre du couloir, Martha souriait, satisfaite. Elle avait semé le doute et comptait bien le nourrir jusqu'à détruire complètement la confiance entre Jonathan et sa petite-fille. Mais Martha ignorait une chose, Emily n'était plus la fille fragile des rues. Elle avait le courage et la force du sang Whitman qui coulait dans ses veines. Et bientôt, ce courage allait se réveiller. La nuit était tombée sur le manoir Whitman. Emily était assise dans sa chambre, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Depuis plusieurs jours, Jonathan l'évitait. Il n'était ni dur ni froid, mais distant, comme s'il doutait de nouveau d'elle. Et cette distance, pour Emily, faisait plus mal que toutes les nuits passées dehors. Elle ne comprenait pas pourquoi tout s'écroulait alors qu'elle avait enfin trouvé une famille. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. « Ne pleure pas, Emily. Si tu dis la vérité, elle finira par se voir. » Alors, elle décida d'agir. Le lendemain matin, pendant que Jonathan était sorti pour une réunion, Emily fouilla dans le grenier à la recherche de réponses. Elle voulait comprendre d'où venait la photo qu'elle avait trouvée autrefois dans son sac, celle de sa mère tenant un bébé dans ses bras. Sous une vieille malle, elle découvrit une boîte en bois, recouverte de poussière. À l'intérieur, des lettres jaunies, signées Clara Whitman, la belle-fille de Jonathan, la mère de Noah et, de toute évidence, la mère d'Emily. Elle en ouvrit une, les mains tremblantes. « Jonathan ? Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu.
Noah et moi avons essayé de revenir vers vous, mais on nous a dit que vous étiez partis à l'étranger. Si quelque chose devait arriver, je vous en prie, prenez soin de notre fille. Son nom est Émilie. Les larmes inondèrent les joues de la fillette. Tout devenait clair. La médaille, les souvenirs, la photo, tout menait à cette vérité. Clara avait voulu la confier à Jonathan avant de mourir. À cet instant, la porte du grenier s'ouvrit brusquement. Martha apparut, furieuse. « Que fais-tu ici ?» Émilie serra la lettre contre elle. « Vous saviez, n'est-ce pas ? Vous saviez que c'était moi. » Martha pâlit. « Donne-moi ça !» cria-t-elle en essayant d'arracher la lettre, mais Émilie courut, descendant les escaliers à toute vitesse. Dans le hall, Jonathan venait tout juste de rentrer. Émilie tomba à genoux devant lui, les mains tremblantes. « Grand-père ! Lisez ça, s'il vous plaît. Avant qu'elle la détruise. » Jonathan prit la lettre. Lorsqu'il lut les mots de Clara, il s'assit lentement, bouleversé. Son visage se couvrit de larmes silencieuses. « Martha !» dit-il d'une voix froide et lourde, « vous saviez tout ce temps ?» Martha recula, honteuse. « Je voulais vous protéger. Cet enfant allait tout vous reprendre. Votre fortune, votre nom. » Assez, tonna Jonathan. Elle est ma famille. Vous n'êtes plus rien ici. Martha recula, défaite, le regard vide. Elle savait que c'était la fin. Jonathan prit Émilie dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Pardonne-moi, ma petite. J'ai douté de toi alors que tu étais le seul miracle que la vie m'ait offert. » Émilie enfouit son visage dans son épaule. « Je veux juste rester avec vous, grand-père. Je ne veux rien d'autre. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, le manoir Whitman retrouva la paix. Pas celle que l'argent apporte, mais celle du cœur. Mais leur bonheur retrouvé allait bientôt être mis à l'épreuve, car Martha, même renvoyée, n'avait pas dit son dernier mot. Les jours qui suivirent furent les plus heureux qu'Émilie ait connus. Jonathan ne la quittait plus. Il lui faisait visiter le domaine, lui montrait les photos anciennes, lui apprenait à lire les lettres de sa mère. Chaque instant semblait réparer une blessure du passé. Émilie avait enfin une chambre à elle, des vêtements propres, et surtout, quelqu'un qui l'aimait sans condition. Mais au-delà des murs du manoir, une ombre rôdait. Martha. Chassée du domaine, elle n'avait pas supporté l'humiliation. Sa rancune était plus forte que sa raison. Elle avait passé toute sa vie au service des Whitman et maintenant, une enfant sans abri avait pris sa place dans le cœur de Jonathan. Elle me paiera pour ça, murmura-t-elle, le regard noir, serrant dans sa main la clé de service qu'elle avait gardée. Une nuit froide, alors que la pluie battait contre les vitres du manoir, Émilie se réveilla en entendant un bruit au rez-de-chaussée. Des pas. Des pas qu'elle connaissait. Elle se leva, prit une lampe et descendit doucement l'escalier. Dans la pénombre, une silhouette se déplaçait près du bureau de Jonathan. « Qui est là ?» demanda Émilie d'une voix tremblante. La lumière révéla Martha, son visage déformé par la colère. « Alors, la petite princesse ne dort plus dans la rue ?» lança-t-elle avec un sourire amer. Émilie recula. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Martha s'avança lentement. « Tu crois qu'il va te garder, hein ? Qu'il va te donner son nom, sa fortune ? Tu n'es rien d'autre qu'une erreur. » « Ce n'est pas vrai !» s'écria Émilie, les larmes aux yeux. « Il m'aime. Et je suis sa famille. » Martha leva la main comme pour la frapper, mais la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Jonathan apparut, furieux, suivi du jeune Noah, alerté par les cris. « Assez, Martha !» tonna-t-il. Il s'interposa entre elle et Émilie. « Vous avez trahi la confiance d'une famille qui vous a tout donné. Quittez cette maison immédiatement, sinon j'appelle la police. » Martha se figea, tremblante de rage. Puis, d'une voix glaciale, elle dit. « Vous regretterez ce jour, Jonathan Whitman. Vous et cette gamine. » Elle quitta la maison sous la pluie battante, mais son regard en partant promettait quelque chose de terrible. Jonathan referma la porte à double tour, puis prit Émilie dans ses bras. « Tu n'as rien à craindre, ma chérie. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Pourtant,
Malgré la chaleur de cette étreinte, Émilie sentit au fond d'elle une peur grandissante. Car elle savait. Le mal ne disparaît pas simplement parce qu'on lui ferme la porte. Les jours suivants furent tendus. Jonathan renforça la sécurité du manoir. Noah restait près d'Émilie chaque fois qu'il pouvait. Mais malgré la paix apparente, Émilie sentait qu'un mal invisible planait encore. Et elle avait raison. Une nuit, alors que la lune baignait la propriété d'une lumière froide, un incendie éclata dans l'aile ouest du manoir. Les flammes grondaient, dévorant les rideaux et les boiseries anciennes. Les domestiques criaient, les alarmes hurlaient. Jonathan sortit précipitamment de sa chambre. Émilie. Où est Émilie? Noah descendit l'escalier, haletant. Je ne la trouve pas. Sa chambre est pleine de fumée. Sans réfléchir, Jonathan se jeta dans le couloir en feu. La chaleur était insupportable, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas elle. Pas encore. Dans la fumée, il entendit une petite voix. Grand-père. Aidez-moi. Il la trouva recroquevillée sous le lit, toussant, les yeux pleins de larmes. Il la prit dans ses bras, protégeant son visage contre son torse, et avança difficilement vers la sortie. Mais alors qu'ils atteignaient l'escalier, une silhouette apparut dans l'ombre du hall. Martha. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collés à son visage, et dans ses mains tremblantes, un bidon d'essence vide. « Je voulais seulement qu'il me voie, qu'il se souvienne de moi », cria-t-elle en larmes. Jonathan, suffocant, lui lança. « Martha, partez d'ici. Vous allez mourir. » Elle secoua la tête. « Il est trop tard pour moi. Sauvez la petite, elle ne doit pas finir comme moi. » Puis, avant qu'il ne puisse répondre, une poutre s'effondra, bloquant le passage. Jonathan prit Émilie, d'un dernier élan, la jeta vers Noah qui venait de monter. « Emmène-la » hurla-t-il. Noah attrapa Émilie et la tira dehors, juste avant que le plafond ne s'effondre dans un fracas assourdissant. Le manoir brûla toute la nuit. Au matin, les pompiers retrouvèrent Jonathan grièvement blessé, mais vivant. Quant à Martha, son corps fut découvert près de la bibliothèque, une photo de la famille Whitman serrée contre elle. Les mois passèrent. Le manoir fut reconstruit, mais Jonathan, désormais en fauteuil roulant, passait ses journées dans le jardin avec Émilie. Elle s'asseyait à côté de lui, lisant les lettres de sa mère. Un après-midi, il lui prit la main. « Émilie, ta mère m'a appris une chose que j'avais oubliée. Le vrai héritage n'est pas dans l'argent, mais dans l'amour qu'on laisse derrière soi. » Émilie posa sa tête sur son épaule. « Et vous, vous m'avez appris ce qu'est une vraie famille. » Le vent caressa doucement leur visage. Et dans le silence paisible du jardin, on aurait dit que le manoir, lui aussi, respirait à nouveau. 20 ans plus tard. Le manoir Whitman, restauré dans toute sa splendeur, accueillait une foule de visages souriants. Dans le grand hall décoré de fleurs blanches, une jeune femme en tailleur clair s'adressait à un groupe d'enfants orphelins, leurs yeux brillants d'admiration. « Bienvenue à la Fondation Clara et Jonathan Whitman », dit-elle d'une voix douce. « Ici, chaque enfant aura un toit, un repas chaud, et surtout, quelqu'un pour croire en lui. » Cette femme, c'était Émilie Whitman. Son regard, à la fois ferme et bienveillant, portait les traces de son passé et de tout ce qu'elle avait traversé. Sur le mur derrière elle, un grand portrait montrait Jonathan, son grand-père adoptif, assis dans son fauteuil, un sourire paisible aux lèvres. Sous le tableau, une plaque de bronze portait ces mots. « L'amour est le seul héritage qui ne brûle jamais. » Après la cérémonie, Émilie s'éloigna dans le jardin où elle avait tant de fois joué enfant. Le vent léger faisait bruisser les feuilles, et le parfum des roses lui rappelait les après-midi passés à lire près de lui. Elle s'agenouilla devant une pierre blanche gravée simplement. « Jonathan Whitman père, protecteur, lumière éternelle. »« Vous aviez raison, grand-père, » murmura-t-elle avec un sourire ému. « L'amour, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Vous m'avez donné le mien, et je vais le donner aux autres. » Une petite fille s'approcha timidement d'elle, tenant une assiette. « Madame Émilie, puis-je laver les plats pour un repas ?» Émilie la regarda longuement. Ses yeux s'embuèrent, mais son sourire s'élargit. Elle se pencha et dit doucement. « Non, ma chérie, ici, tu n'as rien à laver. Ici,
tu es déjà à la maison. Le soleil se coucha sur le domaine Whitman, dorant les murs du manoir d'une lumière chaude et paisible. Et dans ce lieu né de la douleur et de la bonté, une nouvelle histoire d'amour et d'espoir commençait.